Voilà, bonjour à tous. Nous sommes lundi 14 décembre. Vous êtes pressé d'être à Noël, Dani? Il fait beau, mais c'est au lendemain d'un tsunami. Je pense que la mer s'est un petit peu calmée. Bonjour Céline. Bonjour Dani. On va essayer avec vous de voir un peu ce qui s'est passé, puisqu'on a comme prévu notre invité Georges Cadix. Bonjour. Bonjour. Politologue, politiste. On va avec lui essayer d'examiner de plus près, peut-être à la loupe, ce qui s'est passé dans ce tsunami qui a vu la victoire d'Harry Chalus. Dans les titres, eh bien, nous parlerons aujourd'hui politique et politique, bien sûr. Nous reviendrons largement dans ce journal sur cette journée post-élection. Danick, vous le disiez, hier soir, Harry Chalus a largement emporté les élections régionales. Le leader de la liste Changer d'avenir a été crédité de 57,52% des voix contre 42,48 à Victorin Lurel. Au total, plus de 25 000 voix séparent les deux hommes. Nous les entendrons dans ce journal. La défaite n'est pas amère pour Victorin Lurel, du moins c'est ce qu'il a affirmé hier soir. Le président sortant a reconnu très tôt dans la soirée sa défaite. Yanis Péquignot était sur place, et vous aussi, Danick. D'ailleurs, on entendra donc la réaction à chaud de Victorin Lurel dans le journal. Et puis, nous dirons un mot en bref de la Martinique et de la revanche d'Alfred Marie-Jeanne. 5 ans après avoir perdu les élections régionales, le leader indépendantiste remporte la première élection de la collectivité territoriale de la Martinique. On en dira quelques mots, bien sûr. Bien sûr, et puis on retrouvera normalement Catherine pour sa chronique business comme chaque semaine. Alors, on va tout de suite commencer avec notre invité, le politologue Georges Cadix. Alors, première question comme ça, à vue de nez, vous êtes surpris des résultats ? Par rapport aux prévisions que j'avais faites, oui, puisque j'étais dans une fourchette de 53-54, ce qui faisait donc 46-47, et le score d'Harry Chalus va bien au-delà, puisqu'il est à 57,5%. Donc, il y a eu une propension, il y a eu un mouvement de l'électorat sur lequel on aura l'occasion de revenir. Parce que de toute manière, déjà, au niveau des abstentionnistes, il y a eu, on va dire, des participants, plus 9%. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais bien comprendre avec vous. Victorin Lurel disait la semaine dernière, si 10% de la population des abstentionnistes revient aux urnes, il risque, lui, d'avoir 20 000 voix de plus. Pratiquement, il a réussi à au moins ça. Alors, il passe de 41 000 à... Pour comprendre le nombre de suffrages exprimés, 10% de l'électorat, c'est à peu près 31 000 voix de plus. Oui. Mais auquel il faut rajouter les 16 000 voix Bien sûr. Des listes qui étaient déjà au premier tour et qui à nouveau votent au deuxième tour. Donc c'est vrai qu'il y avait un potentiel de voix très important qui tournait autour des 46 000 voix supplémentaires. Et on voit que dans ces 46 000 voix, celui qui a le plus profité, si vous voulez, par le biais des reports de voix d'une part, mais également par le biais de la dynamique des abstentionnistes du premier tour qui ont progressé au deuxième tour, c'est Harry Chalus, puisqu'il termine avec plus de 25 000 voix d'avance par rapport à Victorin Lurel. Ça veut dire que les électeurs ont entendu les consignes de vote qui ont été données pendant cet entre-deux tours? Prudemment parfois. À mon avis, quand il y a un tel engouement pour un candidat, engouement qui s'était manifesté au premier tour, il termine en tête devant le président sortant, engouement qui se décuple au deuxième tour, c'est qu'il y a au niveau de l'électorat une frustration latente, liée certainement aux problématiques du chômage, de l'insécurité, de l'eau qui existait. Et autant cette frustration a pu être résignée parce que dans les débats précédents, 2004 et 2010, il y avait la problématique institutionnelle qui contrebalançait une certaine crainte, autant là, n'ayant pas, justement, parce qu'on est en contexte relativement neutralisé, cette frustration s'est exprimée, a traduit la volonté d'avoir un management de proximité, et par conséquent, c'est traduit en nombre de voix. Constatons qu'Harry Chalus a quasiment gagné 70% des nouveaux des abstentionnistes qui sont mobilisés et également 70% des reports de voix. Parfois, on parle de vote sanction, justement, dans les analyses. Vous pensez que c'est le cas? Vote de... Oui, alors, je ne parlerai pas de vote sanction.
je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'un vote qui demande à ce qu'il y ait un management de proximité, c'est-à-dire que quand, face aux grandes problématiques qui se posent, vous dites, mais d'ici quelques mois, il y aura les Jeux de la francophonie, 80 pays. Actuellement, la frustration est axée par rapport au dysfonctionnement de problématiques de proximité. Le quotidien, c'est le quotidien. C'est ça qu'il faut résoudre. Et plus un candidat, en tout cas, l'a compris, et davantage il sera obligé, au-delà même des compétences de la région, d'entrer dans une dynamique de satisfaction, puisque le contexte social et économique n'est pas très favorable actuellement. Alors, ça signifie aussi qu'au niveau de ces deux candidats, les Guadeloupéens ont perçu, pour reprendre votre terme, celui qui est le plus proche d'eux. Globalement, c'est ça. Alors, ils n'ont pas perçu au cours de cette élection. Rappelez-vous que au lendemain de l'élection de Victorin Lurel en 2010, les premiers sondages par deux instituts qui sont sortis en 2011, lorsqu'on posait la question de la notoriété, bien sûr c'est Victorin Lurel, mais tout à l'heure on verra que cette notoriété c'est également un couteau à double tranchant. Bien sûr. Et d'un autre côté, celui qui inspire le plus de confiance, c'est Harry Chalus. Ça veut donc dire que cette cote de confiance n'a fait que s'amplifier, mais parce qu'il a pu mener un management de proximité dans le terrain expérimental est bémao. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'électorat s'est dit, mais s'il a su mener ce management de proximité, s'il a su s'entourer, il y a de fortes chances qu'il puisse le faire à l'échelle de la région Guadeloupe. Et sur les raisons de la défaite, hier soir sur le plateau, Daniel Macias, un de nos confrères, parlait du fait que peut-être Victorin Lurel aurait payé un petit peu le boulet gouvernemental, la crise. Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord sur cette analyse? Non, c'est-à-dire de la situation nationale qui a pesé aussi. Elle a pesé dans la mesure où elle génère une certaine frustration, aussi bien en Guadeloupe que dans l'Hexagone. La preuve, c'est que dans l'Hexagone, l'électorat s'oriente progressivement vers les extrêmes et que de toute façon, la gauche. Mais en fait, concernant les causes possibles de l'échec de Victorin Lurel, en tout cas du fait qu'il ait été sanctionné par les urnes, il me semble qu'il y a deux causes. La première, c'est son hypermédiatisation. C'est-à-dire que quand l'électorat est dans une situation de frustration et qu'on lui dit, mais quel est l'homme politique qui vous vient spontanément en tête et qu'il vous cite, mais ça veut dire qu'il attend aussi que vous soyez en mesure de résoudre tous les problèmes de proximité. Quand bien même ce n'est pas sa compétence. Oui, c'est le différentiel entre sa présence et la réalité. Exactement, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui, à mon avis, l'a sanctionné par rapport à son hypermédiatisation. D'autre part, il y a une erreur grave, à mon avis, qui a été commise, c'est d'axer la campagne sur l'incapacité d'Harry Chalus à pouvoir manager la région. Il n'aurait jamais dû s'engager sur ce terrain. C'est quelque chose qui ne passe pas aux oreilles des électeurs? Écoutez, on a toujours fait la démonstration qu'Harry Chalus était mieux implanté dans les classes populaires, celles qui souffrent le plus, au niveau des jeunes. À partir du moment où vous attaquez quelqu'un sur ses capacités intellectuelles, alors qu'à la Guadeloupe, il y a déjà un problème entre les Guadeloupéens et leurs intellectuels, vous clivez l'électorat, mais vous frustrez également ceux qui soutiennent Harry Chalus. Et je vous dis, si dans le premier tour, il y a déjà eu cette sanction, puisqu'il arrive en tête, il y avait une dizaine de listes, donc l'électorat était un peu hésitant, la situation était très claire, dès lors qu'il n'y a eu plus que ces deux candidats, qui représente en grande partie le clivage de la société guadeloupéenne, automatiquement, une dynamique populaire s'est instaurée en faveur d'Harry Chalus. Alors, si on recadre un peu les choses sur le plan strictement politique, au vu de la liste d'Harry Chalus qu'on a souvent taxé de hétéroclite, non homogène, etc., est-ce qu'on peut aujourd'hui classer Harry Chalus, ou du moins la liste qui vient de gagner? Si on s'appuie sur ce qu'il dit lui-même, son parti, c'est la Guadeloupe. Oui. C'est vrai que dans sa liste, on retrouve des personnes de droite, y compris d'extrême gauche. Oui. Il y a un représentant du Nord-Grande-Terre, effectivement, qui a des proximités avec l'UPLG qui appartenait à la gauche alternative. Sur cette base, il faut distinguer deux étapes. Harry Chalus a constitué sa liste avant les élections. Et il semble que
ma foi, les fusions entre deux tours n'inquiètent pas les électeurs. Enfin, si on peut regarder ce qui s'est passé à la Martinique, une liste qui pourrait paraître contre nature. En fait, à un moment donné, l'électorat est de plus en plus enclin à demander un management de proximité. Et même s'il y a des personnalités divergentes, qu'il y a également des jeunes sur la liste d'Harry Chalus, je ne pense pas en tout cas que ce sera une conséquence immédiate. Alors après maintenant, concernant les présidentielles et concernant les législatives, oui. Même si le problème des législatives sera résolu, parce que n'oublions pas qu'en 2017, il y a incompatibilité entre un mandat national et un mandat local. Ça veut donc dire que celui qui est parlementaire ne pourra avoir aucun mandat local. Donc il y aura vraisemblablement des choix à faire. Et par contre, il sera intéressant de savoir, du point de vue de sa capacité à manager une équipe, comment Harry Chalus va aménager les susceptibilités. Mais pour les présidentielles, ça n'aura pas d'incidence, à mon avis, fondamentale, en tout cas dans l'immédiat, sur la gouvernance locale. Justement, vous insistiez sur la notion de management de proximité, mais est-ce que justement le risque il n'est pas là par rapport justement, simplement même au niveau du fonctionnement des institutions régionales, la proximité, elle s'érode un petit peu, elle devient plus difficile à entretenir. Passer d'une mairie à la tête d'une région, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le conseil régional a un rôle stratégique et un rôle de coordination. Mais également avec la loi Notré, par exemple, le conseil régional a une compétence en matière d'emploi, directement. Le conseil régional récupère les transports. Le conseil régional a une compétence en matière d'eau. Donc, si vous voulez, même si l'intercommunalité reste l'échelon de proximité par excellence, d'une part, le conseil régional a de nouvelles compétences de proximité. D'autre part, Harry Chalus fera à la région ce qu'il a fait à la commune de Bémao, c'est-à-dire qu'il s'est encadré à Bémao, au point que, quel que soit ce qui se passe dans sa commune, il est parfois le premier arrivé, et à la région, il ira sur la même dynamique, de manière à être effectivement présent sur le terrain pour ne pas trop se bureaucratiser. Parce que je pense que le reproche qu'on a pu faire à Victorin Lurel était justement cette stratégie de bureaucratisation. Il s'est un peu laissé trop emporter par les aspects trop stratégiques et lointains de la région au détriment des problématiques de proximité. Alors, si on revient à cet aspect politique, vous avez dit tout à l'heure qu'il aura ce management à faire avec les différentes composantes de sa liste. Mais je vais revenir sur un aspect qui n'a pas été évoqué pendant cette campagne et pour cause, c'est le problème statutaire ou d'évolution, en tout cas institutionnelle, qui a été quand même un cheval de bataille du GUSR pendant longtemps. On sait bien qu'avec Lurel, Gillot et Lurel n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que les gens du GUSR vont oublier leurs revendications sur une évolution éventuelle ou sur un changement ou un remaniement ou un dépoussiérage? Ou alors est-ce que c'est Harry Chalus qui risque de se glisser dans ce sens-là? Parce que ça a été aussi un thème de campagne de Victorin Lurel, disant que Chalus avance masqué. Première étape. Une fois qu'Harry Chalus s'est installé, il faudra trouver quel modus vivendi avec le conseil départemental. Oui. Première étape. Gros problème, hein, ça. Non, mais on est bien d'accord. Énorme. Et je pense que ce n'est pas des moindres. Ça, je vous rejoins entièrement. Deuxième étape. Par rapport à ces problématiques de proximité. Deux cas de figure. Où certains disent au fur et à mesure, non, c'est la compétence de celui-là, non, c'est la compétence de celui-là. Finalement, les compétences ne sont pas très clairement définies. Et à partir de ce moment-là, même si la loi a créé une conférence territoriale de l'action publique, il sera loisible de dire à l'électorat, mais écoutez, vous voyez, il y a encore quelques difficultés pour pouvoir fonctionner, et par conséquent, trouvons la solution institutionnelle. Voilà. Mais si cette question avait été posée à l'heure actuelle, ce serait le même contrebalancement, je suis d'accord avec vous, ce serait le même contrebalancement qu'on a connu en 2004 et 2010, c'est-à-dire que l'électorat serait tombé en situation de résignation acquise, ce sont les psychologues qui le disent, c'est-à-dire qu'ils contiendraient leur frustration parce qu'en contrebalancement, il y aurait eu la peur, même si cette évolution ne fait plus peur, mais en tout cas, actuellement, le citoyen ne fait pas le lien entre ces problématiques de proximité et cette évolution. Donc, les candidats, fort logiquement, ont occulté
ce débat, mais il reviendra non pas sur le plan du débat pré-politique, mais il reviendra sur le plan du management post-politique. Et pratique. Et pratique, tout à fait. En disant, voilà, maintenant, constatons qu'il y a ce type d'illisibilité parfois dans certaines compétences, n'est-il pas mieux de fusionner? D'ailleurs, vous avez vu que la Martinique a fusionné. Oui, justement, Harry Chalus ne s'est jamais clairement prononcé sur cette question. Mais il a eu raison, parce que ce n'était pas le moment. Stratégiquement, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Et donc, alors, autre chose, dans le même ordre d'idée, j'étais hier soir à Basse-Terre, j'ai entendu des déclarations, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé devant la mairie de Basse-Terre. Je vous pose la question, mais c'est une question qui est ancienne, elle date de 1999. C'est le retour de la déclaration de Basse-Terre. Ça va un peu dans le prolongement de ce que je viens de vous dire. Difficile d'ores et déjà de l'affirmer, parce qu'en fait, ça va dans le prolongement de la question. Ça reprend de ce qui s'est passé en Martinique. Hein. Oui, mais si vous voulez, à l'heure actuelle, par exemple, l'équipe qui arrive sait qu'il y a une thématique fondamentale qu'il doit traiter là, dans les 6 mois qui viennent, c'est la jeunesse. Oui. C'est le problème de la jeunesse, d'ailleurs. Tous les partis, le rapprochement entre Mélina Seymour et Harry Chalus, c'est fait sur cette base-là. Donc après, maintenant, il va y avoir, par l'évolution naturelle des institutions, par rapport aux besoins d'une clarification et l'évitement de l'enchevêtrement des compétences, il va y avoir un nouveau consensus qui pourrait se rapprocher de la déclaration de Basse-Terre, sachant que maintenant, cette déclaration de Basse-Terre aura du mal à trouver la forme qu'elle a pu connaître, parce que rappelez-vous que le mouvement indépendantiste était très puissant. À l'époque, oui. Oui, au conseil régional, à un moment donné, l'UPLG a eu jusqu'à 3 représentants. Et le PCG au moins 2. Et le PCG en a eu, effectivement, je vous confirme 2. Donc, il y avait cette dynamique. À l'heure actuelle, ces 2 partis ont quasiment disparu, en tout cas, de l'échiquier, y compris au niveau des municipalités. Partout. Ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir une dynamique d'évolution institutionnelle, mais qui ne sera pas forcément dans le même sens que celui de la déclaration de Basse-Terre. Peut-être au niveau, une question sur, vous parliez de consensus et aussi de l'électorat, hein, donc qui a voté Chalus, qui est divers et qui va du spectre, le spectre est large. Est-ce que dans la constitution de l'équipe, déjà, est-ce que ça va être un petit peu casse-tête? Est-ce qu'il y a une exigence justement de refléter cette diversité? Autant que possible. La liste suit 2 dynamiques. La première, c'est les pourvoyeurs de voix. Vous constatez d'ailleurs qu'ils sont les premiers. Après, il y a la diversité, mais tout dépend sur quels critères. Alors, certaines listes ont préféré une diversité géographique. C'était le cas de Victorin Lurel, une vingtaine de maires. Hein, n'oublions pas, plus 21 maires. 23 maires, excusez-moi, sur sa liste. Donc, il a fait cette option. Et Harry Chalus, lui, a eu une diversité beaucoup plus socio-professionnelle et axée sur la jeunesse. Voilà. Chaque liste, ensuite, a ses logiques de constitution en fonction de la probabilité que le candidat estime pouvoir tirer de l'électorat. Pour l'instant, dans ce calcul, on voit bien que la liste d'Harry Chalus, même si c'est son équation personnelle qui a joué, mais celle qui a été validée de par sa diversité. Alors, la région n'est pas une municipalité, mais on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui s'est passé au vu des résultats dans certaines communes. Lamentin, bien sûr, les abîmes, accessoirement le moule. Est-ce que vous pensez que ces résultats vont faire naître des oppositions, leur donner plus de force? Et je prends le cas particulier, le cas Pester, qui est aussi tout à fait particulier, c'est l'inverse. Le maire était en difficulté, il s'est allié plus ou moins avec Courtois, donc avec Harry Chalus, et là, il revient en position de force, il peut pratiquement éliminer son conseil municipal, appeler de nouvelles élections et être sûr de ne pas les perdre. Alors, est-ce que ces élections régionales, finalement, ne sont pas déjà un signe annonciateur pour un certain nombre de municipalités ou de maires en place? Il y a 2 étapes à envisager. Pour l'instant, on ne peut pas faire de corrélation entre le résultat de certaines municipalités, à l'exception des Abîmes, où le maire a pris lui-même l'initiative de municipaliser, entre les résultats et les projections. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans à peu près 4 ans? C'est que Harry Chalus, qui aura la collectivité majeure la plus puissante, devra
se constituer son réseau comme Victorin Lurel l'a fait. Ça veut donc dire que s'il réussit son pari, mais il va s'engager aux côtés des maires, en tout cas de ceux qu'il souhaite voir maires, et par son équation personnelle, et s'il réussit son initiative, des municipalités vont basculer. On est bien d'accord là-dessus. Là, ce n'est pas la peine d'en nommer certains. On voit bien qu'il y a eu un différentiel de voix. Le tout, il faut qu'Arichalus, 1, réussisse, en tout cas en partie, ce qu'il a avancé. 2, c'est tout à fait naturel que, comme l'a fait Victorin Lurel, il va constituer son réseau et ce réseau sera d'autant plus conforté qu'il pourra s'appuyer sur des maires en place. Oui, juste peut-être 2 mots pour revenir au cas des abîmes et justement cette municipalisation du scrutin. Est-ce que, dans quelle position ça met le député maire aujourd'hui? Il a pris des risques, ça n'a pas payé En tout cas, il a compris qu'il y a quelque chose qui se joue aux abîmes. D'ailleurs, vous avez entendu entre ses propos sur vos antennes de lundi dernier. On entendra tout à l'heure. Et les propos qu'il a pu tenir, il y a une évolution capitale. Il s'est bien rendu compte que dans son propre électorat, il y a une dynamique qui s'est installée, qu'il s'est engagé en battant le pavé et que cette dynamique n'a fait que s'amplifier. À partir de ce moment-là, il sait qu'il y a dans la dynamique des abîmes une force montante d'opposition qu'il ne pourra méconnaître dans les futurs choix. Oui, tout à fait. On va juste, avant de terminer, dire 2 petits mots sur la Martinique et la Guyane, mais à l'aune de ce qui se passe en France. Je veux dire par là, Mme Taubira a été balayée dès le premier tour avec son parti, le Roi de l'Oralerie. Monsieur Lurel, le Parti socialiste, a été tsunamisé, on va dire comme ça, en Guadeloupe, PS. Monsieur Letchimy, proche du gouvernement, lui aussi a été balayé. Est-ce que, de ce point de vue-là, pour les présidentielles françaises de 2016, c'est pas déjà un petit signal qu'il y a quelque chose, il y a un divorce qui s'établit entre ces populations et les représentants du gouvernement français dans ces régions? Le Parti socialiste est de toute façon en difficulté depuis les municipales. On a pu le constater. Ils ont perdu je ne sais combien de villes de plus de 11 000 habitants. Le Front National a gagné les élections européennes. La droite a gagné est majoritaire en ce qui concerne les départements, alors que c'était l'inverse. Et rappelons-nous que pour les régionales qui viennent de se passer, le Parti socialiste contrôlait 20 des 22 régions avant la fusion de la loi de janvier 2015. Maintenant, il n'a que 40% des régions et il a dû accepter de ne pas exister dans certaines régions pour que le Front National ne soit pas élu. Tout à fait. Ça veut donc dire que nous avons des régions à l'heure actuelle où il y a la droite et le Front National. C'est tout. Comme dans le Nord, justement. Exactement. Eh bien, écoutez, dans le Nord, PACA, Champagne-Ardenne. Donc voilà, on est dans l'Alsace-Lorraine. On est quand même dans une situation... Bipartisme bizarre. Oui, mais que le Parti socialiste n'avait pas d'autre solution, puisqu'imaginez-vous que sous le gouvernement Valls, que le Front National prenne 2 régions ou 3 régions. Mais il aurait été tristement célèbre s'il a un destin national, en tout cas, comme étant celui qui a fait entrer, en tout cas, qui a confié la responsabilité du Front National à la France. Donc, en fait, il n'avait pas d'autre solution. Il a préféré se faire, en tout cas, faire certaines listes à Rakiri, plutôt que ça soit à l'inverse et que le Front National prenne ses régions. Oui. Et juste la dernière partie de la question, c'est-à-dire sur le divorce entre le représentant du Parti socialiste dans nos pays, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et les populations, il n'y a pas un petit divorce, quelque chose, un frémissement négatif? Non, je pense que c'est lié à un contexte très spécifique, local, lié à des dynamiques particulières. Alors, vous avez effectivement parlé de la Guyane. Vous voyez bien qu'à la Martinique, contre d'ailleurs les attentes des analystes, même si mathématiquement on savait qu'il y avait un potentiel de voix, vous voyez bien que l'électorat a été beaucoup plus séduit par ce tandem. Donc, si vous voulez, il y a certainement un contexte global qui génère de la frustration parce que les gens trouvent qu'ils ne touchent pas assez de petites retraites, les retraites sont trop petites, que le chômage augmente, qu'elle ne fait pas assez. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a des spécificités locales qui sont liées particulièrement à la personnalité
des candidats. Ben, écoutez, Monsieur Calixon, on vous remercie pour ces éclairages toujours nécessaires. On attend les présidentielles, mais on vous reverra sans doute avant les présidentielles, parce que vendredi, c'est déjà l'élection d'Harry Chalus. Pour l'instant, à la région, pour l'instant, on va revenir à ce qui s'est passé hier avec Céline, mais avant, on prend une page de pub. Voilà, 13h09 dans le ZCL. On va dérouler l'information politique forcément ce lundi. Nous en parlions, Harry Chalus a donc largement remporté les élections régionales. Hier, il a devancé le président sortant de plus de 25 000 voix. Nous allons entendre tout de suite le nouveau président de région. C'était hier soir dans son QG de campagne à Bémao. Dans ce sujet, vous allez entendre également l'un de ses colistiers. Il s'agit du maire de Petit-Bourg, Guy Losbar. On regarde. Victoire éclatante de la Ligue changée d'avenir et nous on s'est engagé à ce qu'on redonne espoir et confiance aux Guadeloupéens et je pense que nous sommes dans le timing. Bon, on va d'abord prendre connaissance de la situation réelle au niveau de la région et ensuite on mettra il faut très rapidement que nous donnons donc des signes pour relancer l'économie. Donc c'est ensemble, le président donnera les directives. Dès demain, nous serons obligés de commencer à travailler car vendredi, on doit être à la région. Alors, j'aurais souhaité, chers amis, j'aurais souhaité que nous mettions en avant Solidarité Lazare. 98 464 voix, soit 26 000 voix d'écart. Cette victoire, chers amis, c'est la vôtre. C'est la victoire de tous les Guadeloupéens. Et comme je l'ai dit aussi, nous allons fonctionner en solidarité. Je le dis. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui n'ont pas voté pour nous, qui ont perdu. Et je voudrais les faire savoir que nous allons travailler pour tout et avec tous les Guadeloupéens, quel que soit leur bord politique. Il faut changer. Il faut que nous puissions changer cette manière de fonctionner qui existait en Guadeloupe. Maintenant, c'est le peuple guadeloupéen qui va gérer la région ensemble. Et nous, nous sommes vos instruments pour pouvoir gagner et travailler pour les Guadeloupéens. Encore une fois, merci à vous. Merci de tout cœur à vous, chers amis. Merci. Alors, peut-être qu'il y a d'autres élus de nouvelles qui sont là, mais comme il y a tellement de monde, mais c'est tous les policiers, tous les acteurs du changement, les jeunes. C'est la première fois qu'on a vu autant de jeunes s'impliquer dans une campagne électorale. C'est la victoire de tous les Guadeloupéens. Merci à tout un chacun. Merci à tous. Merci. Voilà, à noter que la nouvelle équipe sera installée vendredi à la région, donc à Basse-Terre. À noter également que ce second tour des élections hier a été marqué par une participation plus importante qu'au premier tour, avec 57,3% donc de participation contre 47,2 points au premier tour. Harry Chalus bénéficiait entre autres soutien de celui à peine voilé de Laurent Bernier. On écoute le maire de Saint-François, tête de liste des Républicains, s'exprimer hier soir. Féliciter Harry Chalus et toute son équipe, au rang desquels Bernard Pancrel qui a fait campagne, et la Guadeloupe a entendu le message d'Harry Chalus et nous sommes vraiment très heureux pour lui.
C'est un changement que nous appelions de nos voeux. Il s'est produit avec Harry Chalus. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Je pense que la Guadeloupe l'attendait, ce changement. Il était nécessaire. Tant le bilan n'était pas à la hauteur des espérances des Guadeloupéens. 3 mandats, c'était trop. Victorin Lurel perd, avec les honneurs, sans doute, mais il perd et c'est légitime. Et les Guadeloupéens ont appelé à ce changement-là. Et donc, je voudrais, au nom de tous les Saint-Franciscains, maintenant que l'élection s'est achevée, eh bien, féliciter l'équipe qui va diriger aux destinées de la région Guadeloupe et leur dire, bien entendu, que tout le territoire guadeloupéen attend de cette nouvelle équipe, de cette nouvelle gouvernance, la solidarité nécessaire et l'écho favorable à des leviers tout aussi importants. Et donc Harry Chalus peut bien entendu bénéficier du soutien de tous et particulièrement de l'ensemble de la municipalité saint-franciscaine et qui avait besoin de ce changement. Il se produit avec Harry Chalus et donc je voudrais vraiment féliciter le Saint-Franciscain de l'équipe d'Harry Chalus. Mon cher Bernard, cher maître, nous comptons sur toi, quelle que soit la place que tu occuperas, pour être utile à la Guadeloupe et particulièrement à Saint-François. Bravo en tout cas de ta victoire. Bravo. Merci. Merci, monsieur le maire. Toute la Guadeloupe a voulu un véritable changement et les autres listes qui étaient au premier tour ont senti aussi qu'il fallait autre chose et c'est pour cela que finalement au deuxième tour, toute la Guadeloupe, c'est un tsunami qui traverse la Guadeloupe et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes largement en tête, largement vainqueurs dans ces élections. Eh bien entendu, je prends cette main que tend la municipalité de Saint-François, puisque c'est la Guadeloupe. Saint-François fait partie de la Guadeloupe. Bien entendu, il n'y aura pas d'ostracisme. Harry Chalus ne veut pas d'ostracisme. Il veut travailler avec tous les Guadeloupéens. Et il a décidé également, Saint-François ne sera pas en reste, surtout notre belle commune et quand même le pôle touristique, un pôle touristique de la Guadeloupe dans cette matière-là. Et nous avons besoin, mesdames et messieurs, de comprendre qu'il fallait quelque chose de nouveau pour avoir une vraie politique globale en matière de tourisme et aussi de l'agriculture, en matière de formation professionnelle, en matière de pêche, en matière d'infrastructures routières, en matière de transport. Là encore, mesdames et messieurs, avec la loi Notré, les compétences un petit peu plénipotentiaires qui seront celles de la région seront là pour être mises au service de Saint-François, mais aussi de toute la Guadeloupe. Nous partons à présent pour le camp des déçus d'hier. Le président sortant, Victorin Lurel, s'est exprimé très tôt dans la soirée, hier dès 20h15, pour reconnaître sa défaite. Hier, à noter que dans la majorité des villes, à l'exception d'Anse, Bertrand ou encore de Terre-de-Bas, le président sortant a essuyé, donc nous le disions, une lourde défaite électorale. On écoute Victorin Lurel réagir hier soir. Vous voulez la démocratie fonctionne en Guadeloupe, il faut accepter le résultat des urnes. Voilà. Et de toutes les manières, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. C'est toute la Guadeloupe qui va gagner ce soir. Oui, très sincèrement, j'ai ce sentiment-là, nous avons ce sentiment-là d'avoir bien travaillé pour la Guadeloupe. J'ai même le sentiment fort d'avoir fait avec cette équipe, tous ensemble, rayonner la Guadeloupe. La faire palpiter parfois aux 4 coins du monde, de faire apprécier le sérieux de la Guadeloupe, de connaître nos dossiers, d'aller devant des commissaires européens, des présidents, des premiers ministres ou des ministres, avec de la technicité, de l'expertise, mais en même temps aussi de l'empathie. Ensuite, en termes bilanciels, en termes de bilan, oui, nous avons équipé la Guadeloupe. Nous avons tenté d'armer, nous avons tenté d'armer moralement la Guadeloupe, de donner en exemplarité, en vertu, en qualité à voir aux jeunes de la Guadeloupe, pour leur dire il n'y a qu'une seule chose qui paye, c'est le travail et le sérieux. Aujourd'hui, ils ont estimé que c'était tout ça un peu suranné et dépassé. Bon, très bien, vous êtes en démocratie, c'est la population qui s'exprime. Vous n'avez qu'une seule chose à dire, respect, et on s'incline devant un résultat. Il n'y a pas à regretter. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu une campagne musclée, violente, haineuse, hargneuse, avec une communication ciblée sur ma personne. Bon, j'avais tous les défauts
toutes les mauvaisetés, si j'ose dire. Et que si tout n'a pas été fait, c'est parce que j'ai peut-être gardé l'argent sous un matelas. On m'a même reproché de m'être enrichi avec l'argent régional. J'ai vu des tracts absolument scandaleux contre moi. Je crois être un honnête Guadeloupéen. Je me regarde chaque matin dans un miroir en me disant j'ai été en politique, mais je n'ai pas perdu mon âme. C'est une évidence. Je reste un socialiste, je reste un humaniste, je reste attaché aux valeurs de l'égalité. Je remettrai mon rapport au président de la République très bientôt. Et je veux que notre pays, notre petit pays, la Guadeloupe, eh bien, tous nous puissions vivre en paix, quelles que soient nos origines, nos couleurs, nos confessions, nos métiers, là où nous sommes, qu'un président doit montrer ça. Si on excite des gens, ou on flatte des choses, j'ai entendu des choses affreuses sur le racisme, il faut éviter ça. Un pays de la diversité, comme le nôtre, est un pays beau, mais fragile. À moins une petite étincelle, peut-être un brasier. Et donc, voilà, je souhaite donc bon vent à Richalus, à la tête des affaires de la Guadeloupe. Voilà, toujours dans les réactions, on part à présent pour la mairie de Sainte-Anne avec Christian Baptiste, le maire, à chaud hier soir. On regarde. Le changement, c'est la suite du premier tour. La tendance qui s'est confirmée, le vote les abstentionnistes qui se sont exprimés. Donc, on tenu compte de cette tendance. Donc, c'est le vent du changement. Donc, je félicite évidemment la liste conduite par Richalus Changer d'avenir pour ce succès, d'une part. D'autre part, à Sainte-Anne, nous avons bien résisté. Ce n'est que 244 voix de différence, c'est-à-dire 49% pour Victorien Lurel et 51% pour Richalus. Donc, il n'y a pas eu de vague bleue, en tout cas sur Sainte-Anne. Bon, et troisièmement, j'espère que nous allons maintenant voir comment le programme de Richalus va s'appliquer dans la réalité. Évidemment, en tant que maire d'une commune, nous sommes évidemment tout à fait disposés à travailler dans l'intérêt général de la Guadeloupe et évidemment de Sainte-Anne. Et donc nous serons attentifs pour observer les moyens qui seront mis en œuvre pour pouvoir mettre en place ce projet, notamment voir comment l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, parce qu'il a été beaucoup question de cela, du chômage notamment, donc on verra comment le modèle économique va s'appliquer. Donc maintenant c'est passé dans la phase pratique et donc nous attendons pour voir. La commune de Sainte-Anne inscrit 18 778, votant 9 815, nul 346, blanc 181, suffrage exprimé 9 288, ont obtenu Victor Lurel 4 522, Charlus Harry 4 766. Voilà les résultats de la ville de Sainte-Anne. Je crois que souvent on n'arrivait pas forcément à expliquer pourquoi qu'il y ait ce changement. Je pense quand même, le premier élément c'est peut-être l'usure. Je pense qu'après 12 ans, beaucoup de citoyens avec qui je discutais disaient, bon voilà, 12 ans est là, bon ça a fait assez, bon faut notre fond court. Alors, évidemment, peut-être le raisonnement est peut-être simple. Bon, mais en tout état de cause, il s'avère qu'il y a cette volonté de changement. Alors, pourquoi? Maintenant, on verra dans la réalité. Les élections sont terminées maintenant. Les élections sont terminées. Il y a une équipe qui a gagné, qui a présenté un projet, qui a présenté un programme. Il faut voir quels seront les résultats de ce programme. Et évidemment, quelle évaluation nous allons faire de ce programme. Donc aujourd'hui, il y aura des solutions concrètes. Et nous en parlions tout à l'heure parmi les soutiens malheureux de Victorin Lurel, Éric Jalton, le député maire des Abîmes. Au second tour, Chalus y a devancé le candidat Lurel d'environ 3500 voix. On écoute Éric Jalton. Je félicite lui et sa liste pour cette victoire démocratique dans les urnes. Je félicite aussi ceux et celles qui ont quand même massivement, les résultats sont là, des dizaines de milliers de voix, des milliers aux Abîmes, en faveur de notre liste, celle que nous supportions, conduite par Victorien Lurel. Évidemment, malgré toutes les qualités que nous avons vantées
du président de région. Il a souffert éminemment de l'usure du pouvoir. C'était 3e mandature. C'est celui qui avait le mieux résisté au premier tour de tous les présidents de région sortants. Donc c'était déjà une performance en soi. Mais ça n'a pas été suffisant pour que les choses soient traduites, confirmées au 2e tour. Mais il faut prendre acte, le remercier quand même de son engagement, féliciter tous ceux qui l'ont soutenu, féliciter aussi ceux qui ont participé aussi à l'élection de la liste conduite par M. Richard. Pour l'ensemble des électeurs qui ont fait œuvre de démocratie en allant voter, c'est important. Et je veux aussi penser à tous ceux qui, en France, ont su faire obstacle au Front National d'un bon nombre de régions de France. Ça, c'est quand même, pour moi, une source de bonheur, malgré la défaite aux abîmes, comme au niveau de la région. Donc, Henri Chalus, son équation personnelle, sa popularité a joué comme elle avait joué pour Victorin Lurel en 2004 et en 2010. Lurel qui avait battu des maires en place de quelques milliers de voix, comme il m'avait d'ailleurs battu aux abîmes en 2010. Ça ne nous a pas empêché d'être réélu au premier tour en 2014. Et donc je pense que la Montagne sans doute a été battue, dans d'autres maires ont été battus. C'est l'effet Chalus. Bon, moi ce que je voudrais dire à Chalus, c'est que sa promesse de changer l'avenir de tous les Guadeloupéens, notamment ceux qui sont au chômage, de ces entreprises qui veulent des marchés publics, et j'en passe, les agriculteurs qui aspirent à beaucoup, les sargasses dont ils prétendent pouvoir nous débarrasser assez rapidement. J'espère qu'ils réussissent très rapidement à changer l'avenir de tout cela. On jugera sur pièce et on prendra chaque fois la population des abîmes à témoin quand on interpellera le nouveau président de région et son équipe. Comptez sur moi là-dessus. Voilà pour ce qui se passait du côté de chez nous hier. En bref et en images, nous disons un mot de la Martinique et la revanche, nous le disions, d'Alfred Marie-Jeanne. 5 ans après avoir perdu les élections régionales, le leader indépendantiste remporte la première élection de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM. En fusionnant sa liste avec celle de Yann Monplaisir, il a réussi ainsi à écarter Serge Letchimy des commandes de la CTM en obtenant plus de 54% des suffrages hier au second tour. Voilà, on va dire également un mot des résultats au niveau national. Et dans ces 12 régions dites hexagonales, 7 régions sont donc passées à droite, 5 à gauche. Le FN, il faut le noter, a remporté au final 0 région. Mais dans l'analyse, il faut savoir que jamais le FN n'a eu autant d'électeurs, avec 6,8 millions hier et 350 nouveaux conseillers régionaux au FN, donc au niveau national. Et puis Danick, ce clin d'œil et cette image du jour, on va la voir tout de suite. Oui, l'image du foot. Voilà, entre foot et politique. Coucou, c'était hier au Parc des Princes. Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, a attendu les derniers résultats avant de se rendre au stade pour assister à la deuxième mi-temps du match PSG-Lyon, dont nous tairons le score. Non, il faut le dire. Le PSQ, c'est plus le PSG d'ailleurs, c'est le PSQ, Q comme Qatar. Oui, c'est ça, exactement. Le PSQ a remporté, donc a nettoyé. Je ferme les oreilles. A nettoyé Lyon, votre ville d'origine, par 5 buts à 1. 5 buts à 1. Faut-il encore le rappeler? Oui. Et encore, c'est pas grâce à un cadeau du gardien du PSQ, Trapp. Sinon, c'était vraiment la correction 5-0. Mais enfin bon. Et Lyon qui est vraiment au creux de la vague en ce moment. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Le Lyon ne rougit plus. Là. Non, plus du tout. Je ne sais pas pour lyonnaise, mais le Lyon est en déconfiture, ce Lyon. Un petit peu. Et puis justement, pour rester du foot à la politique, on va dire quand même quelques mots des Républicains. Le parti des Républicains, NKM, s'est fait évincer du parti ce matin. Elle qui s'était opposée à la fameuse ligne du Nini prônée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, bien sûr, l'idée de se maintenir les candidats républicains face à la gauche et au FN. Donc, mais ça signifie
Céline, que Nicolas Sarkozy vient de se créer une nouvelle candidate pour les primaires des présidentielles françaises. Exactement. Il est évident qu'aujourd'hui, outre Juppé, il y aura aussi NKM. Et d'après ce que j'ai pu savoir, elle est en train de lancer un crowdfunding pour ramasser des fonds pour pouvoir se présenter aux primaires des présidentielles françaises. Je me pose même la question à savoir si elle n'ira pas tout de go directement au présidentiel sans passer par l'étape, par la case primaire. Et il faut même dire qu'elle a dénoncé ce matin une éviction stalinienne. Oui. Donc c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil. De Staline au Qatar, au foot, au PSG. Tout est possible aujourd'hui. Oui, les lignes sont un peu, parfois, s'entrecoupent, se recoupent. Et perdues quelquefois aussi, il faut le dire. Mais enfin bon, c'est la politique. Alors écoutez, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que bon, on a encore de la politique jusqu'à vendredi. Oui, je pense qu'on va en manger, entre guillemets, jusqu'à vendredi. On va en reparler. Ce soir, vous revenez, je pense, avec des invités. Oui, avec Vincent Tassita de Calistad qui sera avec nous dans le JT ce soir. Pour commenter ces élections qu'ils avaient un petit peu anticipées dans le sondage, sondage du mois d'octobre. Le sondage qui avait été contesté, mais à contre-courant. Et puis demain, on va retrouver un ZCL un petit peu moins politique, on espère, plus Noël. Ah oui. Oui, plus Noël. Plus festif, peut-être. C'est l'heure, j'ai envie de dire. Vous aimez les chocolats? Oui. Oui, on va peut-être inviter mademoiselle Naomi Chocolat à venir nous parler si elle est disponible. Voilà, je crois qu'il va être maintenant un petit peu plus que 13h29. C'est un ZCL un petit peu plus light aujourd'hui, mais il faut comprendre que nos équipes ont été sur le pont de Basse-Terre à toute la Guadeloupe pendant toute la soirée hier soir. Et donc tout le monde se repose. En tout cas, on voit un bon Kimberet pour tous nos caméramans, journalistes qui étaient un peu partout et nos réalisateurs. Et puis on va se retrouver demain. Et puis Céline, en attendant la salsa, sera encore ce soir avec vous. Alors ne quittez pas Canal 10 puisque l'information c'est toujours sur Canal 10. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.